Bienvenue sur Regagne Yoga l'Instant TV. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Bonny. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, Jean-Christophe. Réciproquement, merci de m'avoir invité. Écoute, avec plaisir. Donc, on va parler de digital aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça fait partie de plus en plus du bien-être. Et Jean-Christophe, tu es conférencier, chef d'entreprise, tu es futuriste, tu prônes le digital au travers du monde, du monde. Je prône pas le digital, je l'explique. Tu l'expliques. C'est un petit peu différent. Exactement, et je pense qu'on a tous besoin d'explications à ce sujet. Tu peux nous expliquer un petit peu ton Mon parcours métier? Et ton métier, oui. Alors, j'ai bossé en finance pour des fonds d'investissement pendant à peu près une dizaine d'années. Mon métier, c'était d'être prospectiviste. Donc, le job, basiquement, c'est de scanner les 7 à 10 ans des marchés pour être capable d'anticiper les scénarios des prochaines années d'un investissement. Et j'étais spécialisé sur toute la donnée liée à la technologie, les usages, la conséquence de la technologie et tout ce qui touchait la technologie. Et puis, j'ai eu la crise de la trentaine. Voilà. Se poser la question pourquoi je fais ce job, la quête de sens, et j'ai pas été capable de répondre, donc j'ai tout arrêté. J'ai fait un tour du monde d'à peu près 2 ans pour répondre à ça, et puis je suis rentré du tour du monde et j'ai créé ma boîte qui est le début d'une formidable aventure qui dure depuis 2009 à peu près. Donc ta boîte qui s'appelle Oxymore. Oxymore, tout à fait. Alors Oxymore, c'est plutôt un holding, un laboratoire d'expérimentation, on va le jouer comme ça. Et l'idée est la suivante, elle est que la technologie impacte la société et j'essaye de comprendre comment la technologie l'impacte et d'en anticiper les grandes vagues, aussi bien en termes des usages sur la société que sur le plan des entreprises, et ainsi de suite. Et de ça, il y a 2 axes. Le premier, c'est je donne beaucoup de conférences, je rencontre des gens, je fais partie des conférenciers dits internationaux qu'on appelle à l'autre bout du monde pour donner 20 minutes de talk par exemple, d'où les nombreux voyages. Et puis je rencontre énormément de gens et j'investis dans les technologies qui sont pour moi les technologies intéressantes. Je développe des projets, je me plante, parfois je réussis, et je suis spécialisé sur ce que l'on appelle la deep tech, donc la technologie qui est impactante pour des grandes quantités de population, biotech, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et la robotique principalement. D'accord, ok. D'ailleurs, tu viens investir dans une grande société. Je viens de créer une société, effectivement, l'intelligence artificielle. Exactement. Je ne peux pas encore en dire beaucoup parce que c'est en dessous confidentiel, des radars, voilà, tout à fait. Mais... Donc, selon toi, le digital dans le bien-être, c'est quoi? La vraie question, c'est... Le bien-être dans le digital, voilà, c'est ça. Voilà. Je pense que le digital impacte énormément nos vies, en positif comme en négatif. Il y a des mouvements que je vois, moi, sur le plan mondial, c'est ça qui est intéressant, que tu peux voir, par exemple, dans l'Asie, plutôt l'Asie de l'Est, Philippines, Indonésie, toutes les places qui viennent de se faire toucher par aussi bien le typhon que le tsunami, etc. Ou quand tu te balades vraiment au fin fond des villages, pas dans les lieux touristiques, quand tu vas vraiment dans le pays, et que tu vas là et que tu rencontres des gens, tu te rends compte en fait que le digital est en train de déliter d'une manière ou d'une autre les liens sociaux qui sont des liens classiques là-bas entre les générations et ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu commences à te poser vraiment la question. C'est-à-dire que ce sont des gens, nous on est des gosses de riches, on n'a jamais connu ce que c'est que nos générations, ce que c'est qu'avoir soif, avoir faim, être en insécurité, ne pas savoir où dormir, avoir froid, ou tout ça. Et là-bas, c'est leur préoccupation du quotidien. C'est-à-dire qu'ils se lèvent, il y a des endroits où ils ont la nécessité d'aller chercher de l'eau, ou d'aller chercher de l'électricité, ou de ce genre de choses. Ils ont tous un téléphone portable. C'est incroyable. Ils ont tous un téléphone portable et les jeunes générations sont sur des réseaux qui sont des réseaux locaux, sociaux, divers et variés. Et là, tu te dis, mais vraiment, enfin, c'est déconnant. Oui, c'est incroyable. Tu vois ? Le fossé, il est juste... Et quand tu discutes avec les anciens, tu te rends compte à quel point ça délite les rapports entre les jeunes et les anciennes générations. Tu sais, cette logique de... je ne sais pas si tu as lu la nouvelle de Fitzgerald, mais que tu as dû voir en film, la merveilleuse aventure de Benjamin Button. Oui, je ne sais pas si c'est le vrai titre. Oui.
La métaphore qui est derrière, c'est que tu as un cycle entre les vieilles générations et les jeunes générations. On est le seul animal sur Terre à naître prématuré, à ne pas être autonome à notre naissance, sur les mammifères. Oui, on a besoin de nos aînés pendant une dizaine d'années, d'un cercle social autour de nous pendant une dizaine d'années pour être capable de devenir entre guillemets indépendant. Et on s'empresse, nous, à la fin de notre vie, de ne pas prendre nos responsabilités, de ne pas s'occuper de nos anciens comme ils se sont occupés de nous en début de vie. Nous, on les met dans des mouroirs, les EHPAD, etc., ce qui est pour moi absolument honteux, mais pour une multitude de raisons. Eux, ils étaient encore dans cette logique. C'est encore des populations en Afrique, en Asie, où ils étaient dans cette logique. Les anciens restent avec les jeunes, et ainsi de suite. Et ça commence à se déliter. Donc, pour répondre à ta question sur le digital et le bien-être, je ne suis pas sûr en fait, que le digital apporte du bien-être d'une certaine manière au sens global. Ouais. Maintenant, c'est un outil qui peut être utilisé s'il est utilisé de manière très spécifique dans des logiques de bien-être, mais en respectant des codes que malheureusement les gens ne comprennent pas, ne savent pas et n'anticipent pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je t'ai fait une réponse longue, mais... Mais c'est très bien, c'est parfait. Et du coup, ça Désolé. nous permet effectivement d'en savoir un peu plus sur des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. Quelle part ce digital a dans ta vision futuriste des choses? En fait, le mot digital est un mot qui est très galvaudé, parce que ça ne veut rien dire. Digital... Ça englobe un certain nombre de choses. Oui, mais si tu regardes étymologiquement les choses, il faut regarder avec intelligence. Celui qui a eu la vision, qui avait anticipé, qui était brillantissime malgré le fait que l'homme était un peu particulier, c'est Steve Jobs. Il a compris, lorsqu'il a lancé l'iPhone en 2007, que digital, ça voulait dire doigt, au bout du doigt. Le digital, en fait, c'est un monde que personne ne sait exactement définir. La vraie notion, c'est être capable, au bout du doigt, de faire des choses, ou d'utiliser les doigts. C'est les doigts, digital. Le digital aujourd'hui, au sens électronique, Internet du terme, c'est répondre à un besoin au bout du doigt. Quand tu utilises ton iPhone, ton Samsung, quelles que soient les marques, tu as ton smartphone, tu as aujourd'hui des applications, et la logique d'une application, c'est bien de répondre à un besoin que tu as au bout du doigt. Est-ce que tu as besoin de posséder une voiture, ou est-ce que tu as besoin d'aller d'un point A à un point B? Uber. Est-ce que tu as besoin de posséder un appartement, ou est-ce que tu as besoin d'être à un endroit spécifique à un moment T pour les nomades? Là, tu as Airbnb et consorts, tu vois. En bien-être, est-ce que tu as besoin d'un moment de sérénité? Si oui, tu as des applications notamment de méditation comme Petit Bambou ou autre, qui te permet au bout du doigt de te créer une aide à la méditation, au bien-être, ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça que je vois moi, le digital et la manière d'apprendre les choses. J'ai oublié la question. C'était quelle part le digital a-t-il dans ta vision futuriste? Et donc, pour revenir au début, je me disais, si je suis allé là, c'est pas pour rien. Et donc, pour appréhender la vision futuriste, moi, le digital, c'est comme une énorme bulle dans laquelle tu as une multitude de choses. Et la multitude de choses, c'est les usages que je viens de t'expliquer, mais derrière, c'est plein de technologies. C'est la réalité virtuelle, c'est tout ce qui touche au web, le cloud, etc. Le nuage, avoir des services dans le web, etc. C'est l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Le digital, dans le futur, va être présent partout. Oui. Partout. Et partout à des points qui sont même problématiques d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que même dans notre corps, même dans la gestion de nos vies, on va tout déléguer de plus en plus à un monde qui est un monde virtuel, qui va de plus en plus administrer nos vies. Et même si les gens commencent à prendre conscience avec des problématiques qu'on peut avoir sur Facebook ou autres, les scandales, etc., ils n'ont aucune idée de la réalité des mécaniques derrière et à quel point ils sont des petites souris avec lesquelles on fait « maman », tu vois ? Allez, arrête d'aller à gauche, arrête d'aller à droite.
On est vraiment des petits objets, des petites choses non connectées pour le coup, dans la très globalité. connectées. Dans la globalité. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai envie de ramener ça dans le monde du travail, parce que ça va être important. Le cabinet Wishbone dit que 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore et seront notamment des métiers dans le monde du digital. Donc qu'est-ce que ces, enfin, les populations en tout cas vont devenir? Qu'est-ce que ces gens vont devenir? Alors, économiquement parlant, Ouais. on a un concept qui s'appelle la destruction créatrice. Schumpeter, début du siècle dernier, c'est un économiste qui a basiquement expliqué qu'il y avait des cycles de technologie, qui étaient des cycles qui entraînaient massivement de la destruction d'emplois, mais qui créaient derrière massivement des nouveaux emplois. Aujourd'hui, on est en train de vivre ce cycle-là de manière directe. On passe de l'ère industrielle à l'ère numérique déjà. Oui, voilà. Et puis la technologie, basiquement, va supprimer une multitude d'emplois et va en créer une multitude. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. On me dit énormément aujourd'hui dans la presse, l'IA va supprimer la majorité des jobs, etc. Oui. Bah oui, enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Je vais donner des exemples très très pratiques que tu comprennes. Oui. Aujourd'hui, dans le domaine par exemple de l'automobile, on parle beaucoup de la voiture autonome. Là, c'est le salon en ce moment de l'automobile à Paris, c'est le grand truc. La voiture autonome, c'est un marché qui n'est pas encore mature. C'est-à-dire que ça va se dérouler, mais c'est à la fin. En gros, il faut 7-10 ans avant qu'on ait des dizaines et des dizaines de millions de voitures autonomes dans nos rues. Par contre, aujourd'hui, il y a un marché qui va directement arriver, c'est les camions autonomes. Ouais. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des voitures, il y aura déjà des camions qui conduiront seuls sur les autoroutes. On aura ce qu'on appelle des chaînes de camions où tu auras des dizaines et des dizaines de camions qui se suivront à quelques mètres. Et c'est le premier camion qui va contrôler l'ensemble de la chaîne. C'est bluffant. Ok. Ça sert à quoi exactement? Ça sert typiquement à ce qu'on soit capable de gérer la problématique de transport de marchandises. D'accord. Mais aujourd'hui, on a 300 milliards d'euros à peu près, le marché du transport de marchandises, donc des camions en Europe, avec la moitié des camions qui circulent à vide, avec des accidents de la route gigantesques, avec des millions de jobs, c'est un écosystème qui est archaïque dans ce domaine. Aux États-Unis, le camion autonome est déjà sur les routes. Ça va arriver de manière massive dans moins de 5 ans. Tesla vient d'en présenter un, tu as plusieurs gros bébés qui sont actuellement sur les routes. C'est 1,5 million de chauffeurs qui, à 5-7 ans, vont perdre leur job. 1,5 million de chauffeurs. Et selon toi, ces mecs-là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont chauffeurs de camions. Et donc, ça veut dire que pour transformer un chauffeur de camion sur un nouvel écosystème, il faut investir en parallèle massivement sur l'homme. Et foncièrement, c'est pas fait. Voilà. Donc l'enjeu de l'économie aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que Schumpeter a raison, il va y avoir des nouveaux jobs. Je vais te donner 3 exemples que tu vas comprendre. On parle d'automatisation. Les 3 pays les plus automatisés au monde aujourd'hui sont le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne. C'est des pays qui sont en automatisation massive dans les lignes de production et partout. C'est le plein emploi. Un robot, basiquement, une machine, 10 jobs. Cependant, les jobs sont des jobs techniques, plutôt de haut niveau, qui nécessitent bien entendu un transfert, une adaptation. On ne peut pas aujourd'hui ne pas appréhender la notion du temps, parce que la notion du temps n'était pas la même en début du siècle dernier. Et donc, quand Schumpeter avait à penser sa théorie, il n'avait pas appréhendé la variable temps, qui aujourd'hui est une variable, on compte en années. On ne compte pas en dizaines d'années, on compte en années. Et ce qui veut dire que les jobs, oui, il va y avoir des milliers de jobs. La voiture autonome, ça veut dire que, basiquement, comme on ne va plus passer son temps à conduire, on va être dans un habitacle où on va pouvoir regarder des films, on va pouvoir interagir avec son banquier, avec son médecin de télémédecine, on va pouvoir travailler, on va faire des visioconférences avec ses équipes. En bien-être, on va pouvoir participer à des séances collectives de relaxation, parce qu'il va y avoir une combinaison entre ça, du temps gagné, mais on va toujours avoir besoin de circuler, mais du temps gagné, et la 5G, c'est-à-dire la nouvelle norme de connectivité des portables qui va nous permettre d'avoir basiquement du très 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 haut débit, partout.
Et ces deux choses vont créer une multitude de services, donc d'emplois. Cependant, avant que ça n'arrive, il y a la transition, et la transition nécessite investissement sur l'homme. Tu ne peux pas ne pas appréhender ça, parce que si tu as la techno et pas l'homme, bah, tu vas avoir quelque chose de très simple, le sang dans les rues, parce que ces gens-là, on va leur mettre une petite tape dans le dos, on va leur dire « Hey, t'as été sympa, t'as été cool avec moi, hein. Allez, dégage maintenant. » Ouais, Ça, c'est pas possible. C'est terrible. C'est pas possible. Oui. C'est le scénario un peu catastrophe d'ailleurs. C'est pas vraiment le scénario catastrophe, parce que le scénario catastrophe est bien pire, mais c'est une appréhension aujourd'hui du modèle économique. On ne peut pas tirer sur la techno. La techno n'y est pour rien. C'est l'usage qu'on en fait. Or, l'usage aujourd'hui implique effectivement une mutation massive de la société, des usages de nous en tant qu'humains, mais derrière ça aussi des codes entre les uns et les autres et des liens économiques, sociaux, sentimentaux et ainsi de suite. On est obligé d'appréhender en globalité et sinon ça va être très très problématique. D'accord. Ok, donc l'idée finalement c'est que l'homme reprenne finalement sa place d'homme aussi. On doit être au cœur du dispositif. C'est nous qui avons à la base créé les choses, même si foncièrement on n'a pas fait les choses bien et on fait rarement les choses bien. En tant qu'homme, espèce, c'est nous qui devons revenir au cœur du dispositif. Or aujourd'hui nous sommes en train de déléguer notre leadership à une machine, à la machine, ne prenant pas en compte le fait que la délégation nous fait perdre notre position sur le podium. Eh oui, eh oui. Bon, la transition va pas être simple, hein, j'ai l'impression. Bon, et c'est vrai qu'on vit dans ce monde de plus en plus connecté, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Finalement, qu'en est-il de cette intelligence artificielle? Tu me disais dernièrement que demain, même au niveau de la santé, on aura la possibilité finalement de soigner peut-être des maladies auxquelles aujourd'hui on n'avait pas accès. Alors, pas demain, aujourd'hui déjà. Aujourd'hui déjà, c'est vrai. Je vais te donner deux exemples très pratiques pour que tu comprennes et que ton audience puisse comprendre ça. Oui. Aujourd'hui, on a tous sur la peau des grains de beauté. Oui, c'est vrai. Ces grains de beauté, quand on est à peu près structuré, on essaye d'y aller tous les 2 ans pour faire un check-up, pour voir si ça va bien, pas bien. Qu'est-ce qui se passe? On a été trop affecté par le soleil. On a un docteur, donc un bac plus 15 à peu près, qui regarde l'ensemble de la peau, plus ou moins de manière sérieuse. Si on est lundi ou si on est vendredi, potentiellement ça ne va pas être le même rapport. Voilà, même si les médecins sont des bons professionnels, bien entendu. La machine, aujourd'hui, est capable de reconnaître mieux que l'homme l'anomalie dans le grain de beauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le diagnostic, on est capable d'utiliser la machine, et ça c'est en cours, c'est des tests qui ont été faits, il y a énormément de choses qui sont faites là-dessus. En dermatologie, on va se retrouver sur un schéma qui est déjà vrai en Israël et à d'autres endroits, où au lieu d'être sur une structure simple de je te prends la peau, je regarde avec plus ou moins une loupe ou tout ça, tu vas passer sur une structure avec des caméras autour de toi qui va prendre en temps réel une photo 3D de l'ensemble de ton corps. Chaque fois que tu vas y voir, il y aura la même photo qui va être prise de manière à être capable d'avoir un historique. Et la caméra aura derrière une couche logicielle qui sera avec de l'intelligence dite artificielle, qui va être capable de comparer statistiquement des milliards et des milliards de photos pour reconnaître instantanément le grain de beauté ou l'anomalie sur la peau qui était une anomalie potentiellement problématique. À ce moment-là, le médecin va se concentrer sur la valeur ajoutée qui est la sienne, c'est-à-dire sur l'anomalie, au lieu de chercher l'anomalie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et dans ce cadre-là, c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de valeur ajoutée énorme parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à chercher l'anomalie si elle peut être mieux faite par la machine, mais l'homme reste au cœur du dispositif parce que c'est bien le médecin qui traite l'anomalie. Ce qui est vrai là-dedans est vrai aussi pour le cancer du sein en radiologie. Oui. Aujourd'hui, en radiologie, sur le papier,
la machine est bien meilleure que l'homme. Et d'un point de vue opérationnel, il y a des compétitions qui ont été faites, notamment il y a une compétition qui vient d'être faite en Chine entre une cinquantaine de médecins radiologistes spécialisés, notamment sur le cerveau et une intelligence artificielle. Ils se sont fait écraser. C'est même pas... mais écraser. C'est-à-dire que la machine a une capacité d'analyse de millions et de millions d'images et de comparaison avec un historique qui fait qu'elle est meilleure que nous. Basiquement, c'est juste ça. Et donc, tu as plus de chances en utilisant, on va dire, un processus qui est en train d'arriver, où tu vas mettre de l'intelligence artificielle comme premier stade. On ne remplace pas l'homme, on ajoute un processus d'automatisation qui est plus efficient que l'humain. Tu as plus de chances de voir si tu as un cancer du sein en utilisant la machine que si tu vas voir un radiologue, parce que si le radiologue a fait la fête la veille, si on est vendredi, il est fatigué ou pas, son taux de concentration va être inférieur ou supérieur. C'est donc ce qu'on appelle la roulette russe, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors finalement, c'est vrai que ce qu'on voyait dans les films il y a 15-20 ans commence à prendre forme. Alors, la créativité et l'imaginaire des hommes, finalement, c'est quand même... c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. La plus belle invention qui soit, et c'est la nature qui l'a faite, c'est notre cerveau. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui encore la plus belle invention au monde. Il y a pas, et pour preuve... et qui est encore très méconnue. Les spécialistes, alors on commence à le connaître de mieux en mieux dans les processus, mais aujourd'hui on n'est toujours pas capable de comprendre comment on fonctionne, en fait. Et dans les processus en intelligence artificielle, les milliards qui sont dépensés pour qu'il y ait un cerveau électronique qui copie les mécaniques du cerveau humain. La logique des neurones, on a même créé ce qu'on appelle des réseaux neuronaux, c'est-à-dire des couches de neurones artificiels qui fonctionnent de la même manière que le cerveau humain, pour dire à quel point le cerveau humain est l'invention de la nature, la plus belle invention de la nature. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que l'avenir va être passionnant en même temps. Va être intéressant. Voilà. Et toi, finalement, dans tout ce monde connecté, digital, intelligence artificielle, ton point de vue sur le bien-être, c'est quoi? Mon point de vue sur le bien-être, tu ne peux pas avancer sur du long terme si tu n'es pas toi-même équilibré. Donc je ne vais pas tellement parler de bien-être, je vais plus parler d'équilibre, parce que le bien-être, ça peut être une multitude de choses et chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, c'est l'équilibre. C'est l'importance de l'équilibre. Alors, à titre perso, ça va être des équilibres, par exemple, par rapport à des rythmes de travail qui sont d'une telle intensité que tu dois obligatoirement, si tu veux être capable de gérer du long terme, avoir un mode de vie qui soit un mode de vie de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que plus tu demandes à ton corps une intensité, plus tu es obligé de suivre une multitude de règles, manger à heure fixe, un minimum d'heures de sommeil, mais ça ne veut pas dire des heures de sommeil en allongé. Moi par exemple, je dors très très peu la nuit, mais je fais ce qu'on appelle des power naps. Donc je fais des 15-20 minutes, des micro-siestes, où j'ai entraîné mon corps à être capable de tomber en sommeil, n'importe où, c'est-à-dire dans un Uber, dans un avion, dans un train, j'en ai rien à faire. Et je fais entre 2 et 3 power naps par jour pour me permettre de faire à peu près 3 cycles de travail de 6 heures. Donc une power nap 6 heures, une power nap 6 heures, une power nap 6 heures, et puis après 3-4 heures de sommeil dans mes moments très intenses. Tu dois respecter ton corps, l'écouter, tu dois... Alors moi, ma solution, c'est la méditation aussi. Donc j'ai des séances de méditation que je m'impose tous les jours pour être capable d'apaiser, tu vois, de faire retomber la tension, le speed ou une multitude tu vois, de réussir à passer au-dessus des émotions, de la brutalité ambiante et relativiser. Et ça, c'est la méditation qui me le permet. Et cet ensemble me permet d'équilibrer mon corps, mon esprit et d'avancer. Après, il n'y a pas de secret. Alors moi, je ne suis pas le bon exemple, mais ne pas répondre à ses mails à 3h du matin. Par exemple. Il y a des solutions qui sont très très bonnes là-dessus, même si peu de gens font. Il doit y avoir un téléphone professionnel et un téléphone perso. C'est juste une base. Et tu ne dois pas avoir sur ton téléphone perso tes mails pro et vice-versa. C'est deux mondes, même si les mondes sont en train d'être très poreux l'un avec l'autre. Le téléphone pro a à être
éteint ou en tout Après cas, une certaine heure, en tout cas. voilà, en fonction de tes fonctions, de ta volonté, mais ça arrive sur un téléphone au lieu un smartphone au lieu d'arriver tout sur le même. Parce que sinon, tu es en permanence dans le schéma. Oui, et puis tu es dans une sorte d'effacement entre la vie pro et la vie... Mais l'effacement, il est présent, parce qu'on a des modes aujourd'hui de fonctionnement. Ça, c'est des conneries. J'entends ce que tu me dis, hein, c'est des grandes théories aujourd'hui, compagnie, sur l'effacement. Mais quand même, le burn-out. Oui, mais le burn-out est une conséquence liée à une pression d'un système économique, de grandes entreprises principalement, ou en tout cas d'une pression qu'on se met dans une situation qui est liée spécifiquement à des enjeux où on n'écoute pas son corps. Quand on est dans Parce qu'on est dans une course à la performance. Oui, mais parfaitement d'accord. 100% d'accord. Ouais. Mais là-dessus, il n'y a même pas... C'est une maladie qui est gigantesque, qui n'est pas traitée comme telle, qui n'est pas reconnue comme telle. Moi, je vois certains de mes amis qui sont sur des schémas où ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont dans des situations proches d'un burn-out. Et je leur dis, mais pourquoi? C'est quoi l'idée? Pourquoi tu fais ce job? Qu'est-ce que tu donnes? Si tu es capable de répondre à ça et que derrière, tu as quelque chose de concret, j'ai pas de problème avec ça. Alors moi, j'ai des rythmes de travail où tout le monde, toi la première, me dit mais Jean-Christophe, calme-toi. Sauf que, tu es d'accord avec moi? Oui, ouais. Sauf que derrière, je connais très très bien mon corps, je l'écoute parce que si je suis fatigué une journée et que je ne l'écoute pas, ça veut dire que j'ai 24 heures où je ne vais pas être capable de traiter ce que je vais traiter. Donc pour moi, c'est l'alerte numéro 1. C'est vrai qu'on a eu ta vision sur le bien-être. En revanche, tu l'as déjà dit, le bien-être pour toi précisément, donc c'est ta méditation le matin? Alors c'est quoi? C'est la philosophie que tu me demandes ou c'est des aspects très très spécifiques? Oh, les deux. Moi, c'est la philosophie. Tout ce qui est méditation m'a énormément apporté. Ça me permet. C'est un petit peu comme. J'aime bien l'image de la mare ou du lac. Tu as une énorme tempête. L'eau, elle est trouble parce que ça a tellement bougé que tu as un mix entre le fond, le haut, c'est pas clair. Et quand tu as une vie aujourd'hui dans nos pays, dans nos dynamiques de jeunes actifs, plus si jeunes que ça, mais qui je essayent... Je sais pas tout ce que tu veux dire. Je parle plutôt pour moi en fait. Bah non, mais on a le même âge. Ah merde, oups. Et je pense même que je suis plus vieille que toi. Moi, je voudrais savoir. Et donc on est sur un schéma où on a du mal à calmer tout ça. Et moi, la méditation me permet vraiment de laisser retomber, tu vois, ça me permet vraiment de calmer mon esprit dans des moments où tu sors d'une réunion, ça a été la guerre, tu vas re-rentrer dans un rendez-vous où tu as des pressions et des enjeux importants. J'ai 30 minutes entre les deux parce que je dois aller d'un endroit à un autre. Moi, je prends un Uber parce que déjà, j'ai pas envie de me stresser sur les aspects d'organisation parce que les embouteillages, se garer, conduire, enfin bref, c'est du stress. J'ai pas à penser à ça. Derrière, je peux dormir, je peux méditer, je peux être sur un environnement, me créer une bulle où je vais arriver à la prochaine réunion. J'aurais fait par exemple une micro-méditation de 5 minutes, j'aurais fait une micro-sieste. Je ne vais pas dire que je vais arriver frais, mais je vais arriver dans des conditions qui sont des conditions optimales par rapport à ça de taper le métro, avoir enchaîné, etc. Ça a un prix, mais c'est un prix que je considère totalement en adéquation avec mon rythme de vie, mes nécessités de bien-être. Ouais, bien sûr. Et puis après, moi, le combat, il est d'équilibrer entre le professionnel et le perso, mais ça, c'est un combat qui est lié à des engagements de vie et autres. Chacun a des combats différents, mais il y a une vraie nécessité, alors pas être à 50-50, hein, c'est utopique, mais de comprendre qu'il faut, pour être capable de jouer sur du long terme, être capable de donner de l'air frais à ton esprit. Et donc, par définition, quand tu es sur des schémas où tu as un rythme, où tu bosses 7 jours sur 7 parce que tu es chef d'entreprise et que en fait, parfois tu ne te poses même pas la question. En fait. Ouais, tu es moins productif que si tu bossais 5 jours, tu t'accordais une vraie coupure de 2 jours parce que ton esprit, il va s'arrêter, il va penser à autre chose. Voilà. Et moi, par exemple, pour faire ça, je cuisine. Oh, c'est bien ça. Mon truc à moi, c'est cuisiner. C'est-à-dire que si je veux le soir être sur un moment où je réussis à switcher, tu sais, j'ai besoin d'une activité manuelle. Parce qu'en ayant une activité manuelle, son esprit. mon esprit, en fait, il est off. Et du coup,
Et puis, c'est un vrai plaisir pour moi, tu vois. Et donc, je cuisine. J'aime bien passer un petit quart d'heure, ma petite demi-heure à préparer des plats. Alors, c'est rarement pour moi, mais... Moi, j'attends l'invitation. Mais voilà, vraiment, et ça, c'est mon moment, c'est mon moyen de switcher. Et après, tu vois, j'ai réussi à switcher dans la partie privée. J'ai réussi à créer cette ligne entre le privé et le professionnel, entre le privé et le pro. Donc, trouvez votre moment à vous, je pense que c'est important. Et pour revenir sur le digital, j'ai envie de dire que finalement, ni l'intelligence artificielle, ni les robots de demain pourront faire de la méditation. Donc profitez-en, abordez ce sujet. Et surtout, si j'ai un élément pour conclure, ouais, j'en prie. On nous compare souvent aux machines, mais la seule différence entre nous et les machines, c'est pas les notions d'art, j'y crois pas du tout à ces aspects-là. Ouais. C'est un point essentiel qui est le point originel. Quelles que soient les choses que tu vas faire avec une machine, qu'est-ce que soit ce que tu lui demandes, quelle que soit la capacité qu'elle a de nous remplacer sur une multitude de tâches, au final, c'est toujours des 1 et des 0. C'est-à-dire le code binaire du l'électricité passe, l'électricité ne passe pas, qui est le code originel de la totalité du monde digital. Et on peut dire ce que l'on veut, on peut créer ce que l'on veut. Du 1 et du 0, ça reste de la logique. Nous, nos émotions, nos comportements, c'est de la chimie. Ce qui veut dire que même quand on veut être logique, on a un comportement qui peut être illogique, et ça, c'est notre vraie différence au bout du bout. Et il faut la garder. Et bien entendu, mais de toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable, c'est dans l'ADN. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu nous parler de ce merveilleux monde du digital, j'ai envie de dire, et de ce qui va se passer dans l'avenir. J'espère te revoir prochainement et sachez que Jean-Christophe a écrit donc un livre qui sort bien courant novembre. Mon prochain livre, effectivement, va sortir le 14 novembre. Je pense que tu vas mettre exactement, vous allez voir. C'est un livre grand public qui a été sélectionné par la FNAC en fin d'année, que j'ai coécrit avec deux co-auteurs absolument merveilleux avec qui on s'est éclaté. C'est une logique où on explique en gros les innovations, tout ce dont on vient de parler, en quoi ça impacte nos vies, dans une logique très second degré. Donc il y a beaucoup d'humour, on reste sur des grandes notions, mais c'est pour vraiment le grand public, c'est très accessible au grand public. Voilà. Donc n'hésitez pas, courez à la FNAC le chercher, je pense que vous allez vraiment l'apprécier et surtout vous informer sur le monde de demain. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous, à bientôt, je vous embrasse et à très vite pour une autre émission. Au revoir.